Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre est désormais installée, on a changé de programmation, le dimanche à 16 h, invité de Pont Neuf cette semaine, Henri Raximov pour son livre « Une saison avec Luce » aux éditions du Canoë. Henri Raximov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux essais et romans, parmi lesquels Contes de l'exil et de l'oubli, Le Cygne de Proust et d'autres. Vos livres sont toujours un peu personnels, celui-ci encore plus que les autres. Est-ce qu'on peut dire ça, Henri Raximov ? Alors, pour nuancer ce que vous avancez, disons que oui, beaucoup de mes livres sont personnels, sont des récits personnels, familiaux, mémoriaux, si on peut le dire ainsi. Mais j'ai écrit beaucoup d'essais également qui sont littéraires, qui sont pas personnels, bien que, par exemple, Le Cygne de Proust que vous indiquiez tout à l'heure est une recherche, une enquête sur le personnage réel qui a servi à Proust pour constituer celui de Swann. Donc le personnage réel s'appelait Charles Haas. Donc c'est une enquête, mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'investir, enfin de dire aussi en quoi cela me concernait. Alors, le narrateur est un écrivain comme vous, sauf que c'est un écrivain débutant, alors que vous êtes un écrivain consacré. Il est amoureux de l'œuvre de Proust, comme vous. Ça se passe dans un village du sud de la France et le narrateur s'éprend d'une jeune fille qui s'appelle Luce Simonet, avec un seul N comme chez Albertine. Il y a une Luce chez Albertine ? Non, il n'y a pas de Luce, il y a une Albertine, tout simplement, une Albertine Simonet, qui se targue que son nom, que son patronyme ne prend qu'un N et non pas deux, parce que les Simonet avec deux N, comme chacun sait, c'est assez déclassant. Donc avec un N, c'est beaucoup plus noble, dit-elle. Je ne reprends pas à mon compte cette assertion. Comme Albertine, là encore, Luce Simonet avec un seul N, un beau jour disparaît. Et comme souvent chez Proust, c'est le fait qu'elle disparaisse, qu'elle échappe au narrateur qui accroît la séduction auprès de vous. Oui, alors... Ou auprès du narrateur. Elle disparaît plutôt vers la fin de l'idylle qui se noue entre eux. Ils ont d'abord une histoire d'amour. Cette jeune fille, en effet, au départ est une étudiante. D'ailleurs, elle l'est jusqu'au bout. C'est une étudiante qui est censée faire un travail sur Proust, et le narrateur n'est pas forcément un grand proustien, disons, mais il s'intéresse, il a écrit lui-même sur Proust, si bien que les interrogations que se pose Luce sur Proust, et je dirai lesquelles tout à l'heure, vont intriguer à son tour le narrateur, qui va lui-même enquêter, qui va se poser des questions, et c'est au fond, pour paraphraser Edmond Jabest, le livre des questions, parce on va de question en question sur qu'est-ce que représente et en quoi consiste cet amour très particulier, très énigmatique, très mystérieux entre Albertine et le narrateur dans La recherche du temps perdu. Alors voilà le fond. Et dans le livre aussi. Et dans le livre aussi, parce que finalement, c'est une histoire d'amour, mais où constamment Proust est présent et surveille d'une certaine manière le déroulement du récit. Oui, disons que ça se lit à deux niveaux, au moins à deux niveaux, parce qu'il y a plusieurs signes, plusieurs clés, plusieurs énigmes là-dedans, mais en tout cas à deux niveaux, c'est-à-dire l'amour, l'histoire d'amour entre le narrateur qui en effet s'appelle Henri, mais qui n'est pas évidemment pas moi, et puis cette Luce qu'il rencontre à la campagne, dont il s'éprend aussitôt, qui travaille sur Proust et qui va l'amener, lui, le narrateur, cet Henri-là, à travailler, à se poser des questions sur, encore une fois, Albertine. Qui est Albertine et pourquoi le narrateur de Proust, cette fois-ci, s'éprend d'une jeune femme qui est censée aimer les femmes.
Donc c'est un peu bizarre. C'est une première bizarrerie, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que Albertine est lesbienne, mais en même temps elle est amoureuse du narrateur qui n'est pas lesbien à ma connaissance. Et pourquoi s'éprend-elle d'un homme alors qu'elle aime les femmes? Et pourquoi lui, qui aime les femmes, s'éprend-il d'une femme qui aime les femmes? Alors voilà, ça c'est le fort. Et en même temps, Oui. elle travaille à une thèse sur Proust. Elle Donc travaille, tout absolument. ça est présent dans la Bien dans sûr, la, elle travaille liaison entre les deux. elle travaille à une thèse. Il est souvent question des professeurs Jean-Yves Tadier et Antoine Compagnon, qui est sont très présent. les grands proustiens dans l'université française actuelle. Et alors, elle, cette Luce, est censée faire une thèse, en effet, avec un certain professeur Raoul Bernemann, nom que j'ai inventé, évidemment, et avec lequel elle part vers la côte normande. Encore un signe que les Proustiens, enfin ceux qui ont lu un petit peu Proust reconnaissent évidemment. Mais en effet, alors en dévoilant un petit peu le nœud final de l'intrigue, c'est-à-dire qu'elle disparaît, on dira pas comment, bref. Et lui, Non, on va pas. Et lui alors raconter est l'intrigue. laissé tout seul avec son veuvage, avec les questions qui n'ont pas été résolues, et puis il fait ce voyage à Venise, qui est un des lieux proustiens. Absolument. Alors, c'est une année Proust, et on a beaucoup parlé de l'auteur de la recherche. Il y a eu une exposition hommage, il y a le livre de Pierre Birnbaum, il y en a d'autres. Il y a le livre surtout de Antoine Compagnon, qui est très présent dans votre livre et qui est un peu la grande référence ou le grand référent. Alors, là encore, je nuancerai. Je connais bien Antoine Compagnon, je connais bien son travail que j'admire, que je respecte, ça va sans dire. Maintenant, oui, comme vous le disiez, nous sommes dans l'année Proust, mais l'année dernière, nous l'étions déjà, parce que l'année dernière, c'était l'anniversaire de sa naissance, en 1871, et cette année, c'est l'anniversaire le centenaire de sa mort en 1922, novembre 22. Et ça a commencé par l'exposition à Carnavalet, qui était sur Proust et Paris, qui était une merveilleuse exposition. Celle du Mage est magnifique également, avec des documents exceptionnels. Il y a eu un beau catalogue auquel j'ai participé, je m'en enorgueillis. Et puis il y a eu en effet le livre d'Antoine Compagnon sur Proust les Juifs, Proust et le côté juif, oui. Qui m'a semblé un peu bizarre, hein, même si je respecte et j'admire son travail d'érudition absolue. Il l'a fait pendant le confinement. Il est venu en parler ici, dans cette émission, parce qu'il a commencé par, je veux dire, publier sur le site, son propre site ou le site du Collège de France, et ensuite il a repris. Oui, en effet. Mais c'était effectivement pendant le confinement, c'était une manière de... Tout à fait. Ça a commencé un peu comme une pochade, mais c'est un livre tout à fait sérieux. Ah, c'est un livre extrêmement sérieux, d'une grande érudition. Il a magnifiquement travaillé sur Proust et les Juifs. Seulement, moi, la question, parce que je me pose toujours des questions, pourquoi la réception sioniste de Proust dans les années 20 ? J'avoue que je ne comprends pas bien cet angle qui me semble assez restreint. Le sionisme en France, à Paris, dans les années 20, c'est pas grand-chose quand même. Même s'il y a grand-chose, mais il y a la Revue Juive, il y a Albert Cohen, il y a tout ce, milieu qui André Spire, il y a tout ce milieu qui s'est intéressé à Proust beaucoup plus que le judaïsme organisé, etc. Oui, probablement. Mais son livre est un gros livre, alors que, même si, comme vous le dites, et à juste titre, le milieu sioniste était quand même assez conséquent, tout de même, ça me semble restreindre la portée et l'accueil dont a joui l'œuvre de Proust tout de suite après sa mort.
Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de happy end dans votre livre, puisque, on l'a dit un peu, Luce quitte le narrateur pour aller avec son directeur de thèse, mais on ne va pas aller plus loin, je vous rassure. Il faut laisser un peu de surprise au lecteur. C'est un livre qui ne se... Habituellement, là encore, vous me direz que je me trompe peut-être, mais vous êtes très parisien, et d'habitude, vos livres se passent à Paris. Et là, vous êtes allé dans le Midi que vous décrivez très bien. Je suis allé à la campagne parce qu'il me fallait quelque chose d'un peu bucolique. Alors, je ne pouvais pas aller à Cabourg quand même, sur les traces réelles de Proust à Cabourg, ou qu'il appelle Balbec dans La Recherche, avec les jeunes filles en fleurs, qui sont un peu d'ailleurs indistinctes les unes des autres. Non, j'ai transporté tout cela à la campagne, dans un village, et puis la petite bande de jeunes filles dont fait partie Luce réside dans la maison, dans le jardin et dans la maison d'à côté. C'est pour ça que les deux protagonistes font connaissance. Alors, le fait de cette disparition, vous voulez pas en dire un mot quand même, parce que tout d'un coup, voilà, elle disparaît. Oui, écoutez, et elle laisse le narrateur livre, dans un désarroi total. Absolument. Ce livre, je crois que les auditeurs l'auront maintenant compris, est une variation autour d'un thème proustien. Donc, il ne s'agit pas d'un pastiche, j'ai pas voulu imiter du tout Proust, c'est mon langage, ce sont mes mots, etc. C'est même mon imagination dans une certaine mesure. Mais tout de même, je suis, pas à pas, la trajectoire de cet amour d'Albertine, issu de La Recherche. Donc, Albertine disparaît, c'est même le titre d'un des volumes de La Recherche, et cela donne lieu, comme souvent chez Proust, à des questionnements, à 1000 questionnements. Pourquoi est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime? Qui on aime? Pourquoi on aime qui on aime? Pourquoi d'un coup, un jour, on ne l'aime plus? Qu'est-ce que désirer? Qu'est-ce que le désir? Qu'est-ce qu'on désire dans le désir? Voilà, ça c'est des questions très proustiennes, qui sont d'ailleurs les mêmes que celles de son contemporain Freud. Est-ce qu'on désire le désir lui-même? Parce que le narrateur est un peu amoureux d'une histoire d'amour, quoi. Il veut il cherche une histoire d'amour. Mais le désir, c'est la vie même, donc on ne peut que désirer le désir. Absolument, absolument. Alors, étant donné qu'on parlait de disparition, excusez-moi, la transition est épouvantablement mauvaise, mais on va dire quelques mots de la disparition de Godard, parce que je sais que on est à peu près de la même génération, et donc pour des gens comme nous, c'est Godard a compté. Quelle que soit quelle que soit la pensée qu'on peut, l'opinion qu'on peut avoir de ce tombereau d'éloges autour du cinéaste aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé précisément de ce dithyrambe partout dans la presse? Écoutez, c'est comme pour l'affaire Céline. Moi, je distinguerais l'homme et l'œuvre. Alors, bien sûr, j'entends les auditeurs, non, faut pas distinguer l'homme de l'œuvre, c'est la même personne, etc. Je distinguerais quand même l'homme et l'œuvre. Et dans l'œuvre, puisque vous y faisiez allusion, lorsqu'on a découvert À bout de souffle, avec Belmondo et Gene Seberg, et Pierrot le Fou, Belmondo et Anna Karina, je crois. Oui. On était sur les fesses, excusez-moi du mot. C'était tellement nouveau, tellement fort. Et puis ces films-là, en 2022, nous pouvons les regarder avec dans le même état d'ébahissement. Hein. Après, alors moi j'ai pas le mépris, mais non, pas le mépris. Je suis d'accord avec vous mais sur À bout de souffle, sur Pierrot le Fou. Oui. Moi j'ai un petit fait pour la chinoise parce que j'étais un petit peu gauchiste comme beaucoup
de gens de ma génération à la fin des années 60. Hein. Maoïste comme non, Godard, j'étais non. plutôt trotskiste. Trotskiste, oui. C'est différent. C'était très différent, mais malgré tout, quand je revois la chinoise avec Anne Wiazemski, que j'adore comme actrice, hein, ça m'émeut parce que il l'a fait en 67, avant 68. Quel prophète, enfin, en quelque sorte. Hein. Il a préfiguré ce qu'allait être l'homme maoïste, mais aussi le gauchisme en général. Et quand je revois ça, je revois un peu ma jeunesse. Alors, c'est vrai qu'on a peu parlé, il y a eu vraiment, la presse a très largement couvert cette disparition, mais a peu parlé des écarts et des choses extrêmement choquantes et même scandaleuses qu'il a pu dire en comparant Golda Meir à Hitler, en reprochant, en attaquant François Truffaut, qui avait été son ami, en l'attaquant sur son judaïsme et en ayant des propos carrément antisémites dans sa correspondance. Et je parle même pas de ce film sur les fédayines palestiniens à la gloire au début des années 70. D'ailleurs, il est tombé sur un os d'une certaine manière parce qu'il venait de finir ce film et il y a eu Septembre Noir, le massacre des Palestiniens par la Jordanie, et donc il a dû mettre ses roches à la poubelle. Bien que certaines personnes de l'époque ont félicité ces fédayines d'avoir massacré les athlètes israéliens. Mais il a tenu des propos tout à fait aberrants, disant que les fédayines se sacrifiaient comme martyrs pour faire advenir la Palestine, comme les Juifs se sont laissés mener comme des moutons à l'abattoir pour promouvoir un futur État d'Israël. C'est tout à fait absurde, c'est aberrant, c'est obscène. Enfin, et pourquoi il faisait ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'il était toujours dans la provocation, ça oui. Et puis je crois, à écouter certaines de ses interviews, qu'il est coutumier du fait et il disait volontiers un peu n'importe quoi. Hein. Lorsque vous l'écoutez parler, quelquefois on comprend même pas ce qu'il veut dire. Alors on s'extasie parce que justement on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Hein. Alors, comme on a un peu de temps, pas beaucoup, on va vous faire un questionnaire Pont-Neuf. Vous connaissez le principe, et on va commencer peut-être par Godard et Truffaut. Êtes-vous Godard, Henri Reximov, ou êtes-vous Truffaut ? Écoutez, de manière courte. Oui, courte. Alors, en 2 mots, je suis très sentimental, donc j'ai un faible pour Truffaut. Mais les 2 films que nous mentionnions tout à l'heure, Pierrot le Fou et À bout de souffle, c'est quand même des œuvres d'art bien supérieures. Êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski ? Eh bien, quand j'étais adolescent, je lisais Dostoïevski avec passion. Je ne savais pas encore qu'il était antisémite parce que, dans ma jeunesse, on ne pensait pas ça. On voyait un propos sur les Juifs, bon, et alors, on s'en offusquait pas. Dostoïevski a beaucoup compté pour moi. Êtes-vous Balzac ou êtes-vous Victor Hugo ? C'est un peu dur, ça. Moi, écoutez, pour tout vous dire, les deux, je suis un 3e. Est-ce que j'ai le droit de dire un 3e qui serait Flaubert? Voilà. D'accord, bonne réponse. Êtes-vous Romain Gary ou êtes-vous Albert Cohen? Oh, plutôt Albert Cohen. Même si je pense qu'il a peut-être vieilli, parce que je ne l'ai pas relu. Je n'ai pas relu Belle du Seigneur depuis ma jeunesse. J'avais été ébloui par ça. Romain Gary, bon, à part Ajar, et puis La promesse de l'aube, c'est pas tellement ma tasse de thé. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Maïmonide, je ne connais pas. Rachi, j'ai lu certains de ses commentaires qui me semblent lumineux, et à chaque fois que je vais me reporter, j'ai une question sur la Bible comme j'en ai sur Proust. Pour moi, le professeur compagnon, c'est Rachi. C'est vers lui que je me tournerai pour comprendre tel passage biblique. Êtes-vous Saül Bellow ou êtes-vous Philippe Roth? Ah, c'est difficile à dire. Je crois que je les admire tous les deux.
Je les ai lus tous les deux, mais je ne crois pas pouvoir dire que ce serait vraiment très prétentieux. Êtes-vous Hannah Arendt ou êtes-vous Simone Veil, la philosophe? La philosophe. J'ai lu Simone Veil, ses livres, par exemple, sur la source grecque, que j'ai admiré, mais je crois qu'Hannah Arendt est plus présente aujourd'hui. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? C'est bizarre. Alors moi, je serais plutôt... Ah non, c'est pas bizarre. Ils ont été copains, oui, mais ils ont une œuvre très différente. Très différente. L'un travaille la matière et l'autre travaille Moi, je vous sens plus Modigliani, mais je peux me tromper. Ah oui. Non, j'aurais plus d'admiration pour Soutine. J'aime ce travail de la matière, de l'épaisseur, alors que Modigliani est en effet dans la ligne. Vous êtes plus lituanien qu'italien. Qu'italien, oui. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook? Ben ouais, je suis Facebook aux grandes dames de mon épouse. Merci. Oui, vous êtes très présent sur Facebook, je vous lis très souvent. Merci Henri Raximov. Je signale que vous allez signer votre livre à la librairie de la Main. Le mardi 20 à 19h. Merci. Une saison avec Luce aux éditions du Canoë. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.